Cette vidéo est sponsorisée par vous. En rejoignant mon Patreon, vous permettez à la chaîne de continuer et de mieux se développer. Vous pourrez voir le prochain Fermela en avance, vous aurez accès à mon Discord exclusif où je partage des infos sur le déroulement du prochain Fermela, vous aurez aussi droit à des contreparties comme des badges, mugs, posters, stickers et même le choix d'un film à critiquer pour mon émission Twitch tous les samedis à 21 h, le Vidéo Club virtuel. Si vous voulez m'entendre défoncer un film, défendre un film ou tout simplement donner mon avis, n'hésitez pas. Et comme la dernière fois que j'ai fait un classement, le prochain live sera sur les mentions honorables. Merci à vous et bonne vidéo. Bonjour à tous dans mon flop 2024 qui a un petit peu tardé à se faire parce que vous le sentez peut-être, mais j'ai un peu la voix enrouée là en fait. Ouais, l'hiver, le fait que j'ai beaucoup de trucs à tourner, à faire en live et tout, ouais, ça a demandé beaucoup à ma voix, ouais. J'essaie de me guérir mais voilà, ça a retardé plus qu'autre chose la vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Ubex. Donc ouais, comme je l'avais dit dans mon top, je supporte pas les gens qui disent que oh, il y avait pas de bons films cette année. Parce qu'encore une fois, j'ai galéré à me décider que sur 15 films dans mon top, j'ai dû dégager beaucoup de films que j'aimais bien. J'en parle quand même dans mon live sur les mentions honorables, mais voilà, j'étais chiant de s'en débarrasser. Et je vais me dire, même dans mon flop, ça a été un petit peu galère. Bon, j'ai trouvé 15 mauvais films sans souci, mais même dans ces films-là, il y en a certains que j'ai un certain plaisir à regarder, du coup, je devais me décider, ok, quel film je garde, celui qui m'a vraiment fait chier, ou les films qui m'ont fait rigoler tant ils étaient mauvais. Donc il y en a quelques-uns qui ont dû dégager à cause de mes règles un petit peu aléatoires, là. Voilà, comme c'est basé sur mes goûts, voilà, je fais un petit peu ce que je veux de mon flop, mais voilà quoi. Ça, plus le fait que dernièrement, je me suis vu un film qui s'est vite retrouvé propulsé numéro 1, et c'est encore une grosse merde réac, mais haha, prenez les paris, qui se retrouve numéro 1 cette année? Ah, mais dans telle vidéo il a dit ça? Non, attention, fais gaffe, il y a un piège. Et comme avec le top, j'ai quelques mentions honorables. Je vais faire la liste vite fait, mais si vous voulez plus de détails sur pourquoi ces films sont dans telle catégorie et pourquoi ils sont pas dans le flop, eh bien rendez-vous sur Twitch durant le live indiqué ici, où nous parlerons des mentions honorables du flop avec des potes. Cette fois-ci, j'ai fait 3 catégories différentes pour les mentions honorables de mon flop, et on va commencer par le traditionnel film décevant. Des films qui sont peut-être pas forcément les pires daube du monde, mais j'en attendais un peu plus quand même de leur part. Déjà, la première déception de la part de Matthew Vaughn de Argyle. Oui, je sais, je suis un des rares à avoir bien aimé Kingsman 2 et Kingsman Première Mission, pour je ne sais quelle raison, ils sont très fun ces films. Oui, je sais, pour la scène post-générique de Kingsman Première Mission qui annonce Hitler comme si c'était Thanos, et c'est justement ça tout le délire de ce film, et c'est ça qui était très drôle dans ce film. Mais ouais, Argyle, c'était un petit peu trop pour moi. Il y a quelques scènes que j'aime bien, isolées du reste, mais le reste, il appuie trop sur certains points qu'il faut que casser le rythme, plus que vraiment créer un univers intéressant. Et ouais, les liens avec Kingsman, je suis pas sûr quoi. Kung Fu Panda 4, j'ai fait un vlog là-dessus donc je pense pas que je vais en parler des masses, mais ouais voilà, il y a 2-3 trucs que j'avais bien aimé mais ça aurait pu être mieux raconté si on avait laissé la scénariste faire son boulot. Horizon, voilà, Kevin Costner qui revient dans un projet ambitieux de western à l'ancienne qui va être réparti en 2 ou 4 films. J'avais envie d'y croire parce que clairement c'est un projet de passion, mais t'as juste l'impression de voir la première saison d'une série télé qui compte en faire 4, donc du coup t'as juste un quart d'histoire, c'est dommage. The American Society of Magical Mots en N, film que toute la droite américaine a défoncé, et honnêtement ça aurait pu être bien s'ils essayaient vraiment de faire une vraie satire. Malheureusement ils se sont paumés en cours de route, mais on en reparlera durant le live. The Crow, voilà, je comprends pas pourquoi c'est si dur que ça de faire un film The Crow, mais apparemment oui, c'est galère, voilà, il y a 2-3 idées visuelles que j'aime bien parce que le réalisateur, voilà, il sait à peu près faire de jolis visuels, mais au-delà de ça, voilà quoi, de la part de l'adaptation de The Crow, j'attendais mieux quoi. Le deuxième acte, voilà, j'avais beaucoup aimé le Quentin Dupieux de cette année avec Darly, mais le deuxième acte, ouais, je vois où tu veux en venir, je vois ce que tu veux dire. Ça traîne quand même en longueur pour juste dire un truc quoi. Les Guetteurs, le film de la fille de Shyamalan qui, voilà quoi, il y a 2-3 jolis plans. Le reste c'est une parodie de Shyamalan. Dommage. Megalopolis, alors en vrai à la base Megalopolis j'y n'attendais rien, mais en regardant le film pendant une grande partie du film j'étais genre ok c'est intéressant, ça peut aller là, ça peut aller là, ça peut aller là, et puis la fin arrive là j'étais genre ah merde, ah bah là pour le coup je suis déçu, ouais. Genre sérieux, c'est là où tu voulais en venir depuis le début? Ça marche pas du tout. Donc voilà, c'est tout pour la catégorie film décevant. On passe à l'autre catégorie qui est un peu plus rigolote, et c'est la catégorie David Good Enough. Parce que voilà, la liste des films pas assez mauvais, elle commençait à être assez longue, et disons-le dans l'eau, il y a des films qui sont pas vraiment de mauvais films, qui sont juste des films corrects, c'est juste que soit ils ont énormément de défauts que je peux pas me permettre de le mettre dans le top, ou qui se sont fait défoncer par la critique juste parce que c'était à la mode de taper dessus, alors qu'en vrai, ça va. Donc déjà, on a Trap, le vrai film de Shyamalan, qui est mieux que ces 2 précédents, mais c'est toujours pas le Shyamalan que j'attends, quoi. Pour ceux qui avaient peur que j'allais le mettre dans le flop, bah non, je le mets dans la catégorie David Good Enough, Sonic 3. Yeah, j'ai pissé sur la lune, ce grand écran, ma carrière est accomplie. Voilà, la blague est faite. Tout ce que je dirais pour le moment, on en parlera plus en détail dans le live, mais quand ça concernait Shadow directement, c'était très bien mené. Le reste, ça passait du
C'est comme le 2 en fait, c'est à la fois meilleur et pire que le précédent. Ce qui fait que techniquement c'est le meilleur de la trilogie, mais c'est toujours pas ça quoi. Sous la scène, alors je sais que tout le monde le défonce juste parce que c'est complètement con ce concept de super requin à moitié plastique qui vit sous la scène et qui bouffe les nageurs sportifs durant les JO et tout. C'est vrai que c'est con, mais d'un côté il l'assume. Et de l'autre côté, il arrive quand même à en faire des trucs intéressants. Beetlejuice, voilà, j'en attendais absolument rien. De Tim Burton qui continue de détruire sa carrière, cette fois-ci en faisant une suite nostalgique d'un film qu'il a fait il a 40 ans. Et même s'il y a beaucoup de défauts, j'avoue, quand il y avait Beetlejuice, c'était rigolo. C'est là-dessus que Tim Burton devrait se concentrer, quoi, sur sa comédie un petit peu Looney Tunes. Gladiator 2, alors oui, croyez-le ou non, c'était un des moins pourris Ridley Scott de ces dernières années. Ce qui veut pas dire grand chose hein, quand on voit les grosses daubes qu'il a fait dernièrement. Mais celui-là, c'est comme s'il s'était rendu compte que, ok, je fais chier tout le monde à essayer d'être réaliste au possible. Cette fois, je vais être débile. Et bah, du coup, c'est un petit peu amusant. Ça, c'est pas un bon film, mais au moins, je me suis pas fait chier devant ce film-là. Bravo, Ridley. SOS Fantôme, la menace de glace. Quelques idées visuelles sympas. Quelques idées pour faire avancer le concept de SOS Fantôme qui sont sympas. Toujours un petit peu enfermé dans son modèle, quoi. Et il y a certains éléments scénaristiques. Atlas, Jennifer Lopez dans un robot géant. Jennifer Lopez dans un robot géant, je vois pas pourquoi je m'en plaindrais. Ok, c'est très mal écrit, le jeu d'actrice, ça a coup-ci, coup-ça. Mais quand même, voilà, ils assument leur délire de jeux vidéo, ça me va. Alien et le Sortilège, le film que John Lasseter est obligé de faire pour continuer à avoir une carrière après s'être dégagé lui-même de Pixar après avoir été un petit peu trop chelou avec ses employés. Et de loin, ça puait, au début, ça pue un petit peu. Vers la deuxième moitié, ça devient un peu plus intéressant. Donc très imparfait, mais il y a en effet un truc que Disney ne pourrait jamais faire dans ses films à eux. Godzilla X Kong, oui, c'est complètement débile. C'est ce que j'attendais de la part de ce film. Un truc débile mais fun. Roadhouse, alors je sais pas pourquoi on avait besoin de faire un remake de Roadhouse, moi non plus. Mais voilà, Doug Liman, il a essayé de faire d'une mise en scène à la Kingsman, c'est un petit peu rigolo par-ci par-là. Le personnage principal, bon, il perd le charme de Patrick Swayze, mais il est quand même un petit peu rigolo dans la façon dont il est complètement détaché tout en étant ultra violent. Ça tourne un petit peu en rond par-ci par-là, mais finalement ça va. Blue et compagnie, très simpliste comme film au vu du concept, mais quand même un concept qui apporte quelques bonnes idées par-ci par-là. Ça aurait pu être mieux, là je suis complètement d'accord, mais... ouais, c'est pas si mal. Et enfin, Abigail, tu as un gros baraquet qui plaque au sol comme si c'était du catch une gamine vampire. J'ai pas besoin de plus d'arguments, ça devrait vous suffire. Et le temps que je fasse le montage de cette vidéo, j'ai vu Hérétique, qui était pas mal du tout. Je comprends que certains soient un petit peu déçus par la fin, mais je trouve que la fin a quand même un sens thématique. Et enfin, la liste des films pas assez mauvais, et celui-là, putain, ça a été la dégringolade pour ce film-là, Emilia Pérez, parce que... au début, j'avoue, j'avais bien aimé le film, mais plus je me renseigne sur les critiques des autres, notamment les personnes concernées comme les personnes trans et les personnes mexicaines, là-dessus j'étais genre, ok, je vais peut-être pas le mettre dans mon top, etc. Et puis je tombe sur de plus en plus d'articles, sur l'actrice, sur le comment s'est déroulée la production, sur les arguments de Jack Audiard et tout, et là, plus ça va et plus c'est genre, ok, il va pas dans le flop, mais t'as pas mal abusé de ma bonne foi, film, donc dégage. The Beekeeper. Voilà, celui-là il a failli se retrouver dans le top parce qu'il est trop drôle comme film, mais justement peut-être que je me suis un petit peu trop amusé tant il est con ce film, mais voilà. Dans ce film, t'as littéralement un méchant qui menace Jason Statham en disant « To be or not to be !» C'est un vrai dialogue, je déconne pas. On est au niveau Batman et Robin au niveau des dialogues et justement c'est trop drôle. Venom Last Dance, ouais, c'était une trilogie. C'était peut-être le moins pourri des trois parce qu'il y avait 2-3 bonnes idées de concept et de mise en scène vers la fin, mais... voilà quoi, on essaye de nous faire pleurer de la mort de Venom quoi. Putain, qu'est-ce qu'on a dégringolé. Craven, bah il y avait quelques fois où ça essayait des trucs intéressants, ça aurait pu être... voilà, il aurait pu avoir une licence intéressante de Craven qui bute tous les méchants Spider-Man à thématique animalier, mais ça s'est pas mal pété la gueule. J'ai fait tout un thread sur Blue Sky sur ce film, parce que j'étais sûr que ça allait être une grosse daube. Peut-être pas une énorme daube, mais quand même pas mal nul. The Union, voilà, c'est un film d'espionnage sur... l'organisation antiterroriste la plus mignonne du monde. C'est pas mal inoffensif, ça essaye d'être drôle par-ci par-là, ça réussit plus ou moins, ça essaye d'avoir de l'action, ça réussit plus ou moins, c'est un paix. Voilà, tu l'oublies vite. Hein. Watchmen chapitre 1 et 2, les films d'animation direct en vidéo qui existent juste pour empêcher Alan Moore de récupérer les droits de Watchmen. Non, vraiment, il y a tout un truc où DC, ils n'arrêtent pas de faire des trucs autour de Watchmen juste pour empêcher Alan Moore de récupérer les droits. C'est salaud. Et autant le premier film, il y avait quelques bonnes idées pour essayer de réadapter ça de façon intéressante tout en restant fidèle au roman graphique. Mais le 2, là, ça redevient vite chiant, ça redevient vite Slider-esque, un peu. Donc ouais, au final, comme c'est un film en deux, ça mène nulle part. Wolf, alors c'est John Watts qui a essayé de montrer qu'il avait du talent de mise en scène. Il a essayé, hein, il a essayé.
c'était chiant à mourir, et pourtant c'était un film qui essayait d'avoir du charme et d'être drôle, mais non, il n'y arrive pas, John Watts, non. La passion de Dodin Bouffon. Ok, alors, avec des potes, on s'était dit, tiens, allez, on va se regarder un film français un peu plus dramatique, juste pour notre curiosité intellectuelle. En plus, ça parle de cuisine, donc c'est un sujet qui est toujours intéressant et tout, et... Ok, si vous aimez la cuisine, vous allez kiffer votre race, parce que putain, c'est du food porn ce film. Mais de l'autre côté, oh putain, on se faisait chier, on a dû arrêter au plein milieu, on a dû arrêter après 1 heure de film, et on était genre, non, non, j'en peux pas, j'ai pas la tête à ça, j'ai pas la tête à ce rythme-là, j'ai pas la tête à cette romance-là, donc j'ai dû arrêter. J'ai dû me mettre de côté le film pour le regarder de mon côté, pour être sûr où est-ce que je vais le mettre ou pas, mais... la suite elle est pas mieux quoi. Donc voilà, si vous aimez la cuisine, ça va probablement vous intéresser, mais sinon Les Chèvres, le film avec Danny Boone et Jérôme Commander. Encore un film où Fred Cavaillé a renoncé à essayer de faire des films de genre intéressants en France et se conforme aux comédies avec Danny Boone. Dommage. Garfield, Chris Pratt dans le rôle de Garfield. Casino et Ishia, y a que moi qui ai entendu parler de ce film, qui ai pris le temps de le regarder apparemment. Et c'est grosso modo, vous voyez le film Un talent normatif avec Nicolas Cage? Imaginez qu'on essaye de faire ça, mais avec Dominique Purcell à la place de Nicolas Cage. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est la meilleure prestation de Dominique Purcell de ces dernières années. Le problème, c'est que le reste du film, voilà, c'est un téléfilm pas ouf. Ça essaye d'être drôle par-ci par-là, mais ça marche pas trop, voilà, ça marche pas. C'est con, parce qu'on aurait pu avoir une comédie un petit peu honnête, voilà, qui avait un propos intéressant, mais non. Mufasa, le roi lion, ouais, alors je comprends totalement ceux qui veulent absolument que Sonic 3 lui pète la gueule, même si, voilà, au box-office mondial, je suis désolé de vous le dire, mais... Mufasa a fait mieux que Sonic 3. Je suis désolé, Sonic 3 ça marche surtout aux États-Unis en fait. Hein. Mais dans le reste du monde, surtout au Japon, non, ils préfèrent Mufasa. Oui, au Japon, Sonic 3 s'est planté, c'est bizarre, t'as vu? Et il y avait quelques idées de préquels que j'aimais bien. Il y a un meilleur réalisateur que Jon Favreau aux commandes, voilà, c'est celui qui avait fait Moonlight, donc du coup, il essaye de faire des jolis plans, il essaye de donner des expressions faciales au lion, et il essaye de faire des trucs très jolis avec l'eau, il adore l'eau, hein, c'est vraiment intéressant, il a l'air d'avoir sa marque de fabrique, le mec, c'est juste que putain, il cache son talent avec un film Disney comme ça, quoi. Donc ouais, c'est techniquement mieux que le remake du Roi Lion, mais c'est toujours pas ça, quoi. Carry On, qui pendant une bonne partie du film est un thriller qui marche correctement, puis au plein milieu du film, t'as une scène d'action à la Kingsman, t'as pas compris, et puis ça devient un petit peu Steven Seagal tiers. C'est un petit peu dommage. Mais moi la 2, bah ouais, tout le monde savait que ce film ce serait l'équivalent d'une saison 1 d'une série qui a été reconvertie en film. Et bah ouais, c'est exactement ce qu'on a eu, mais du coup, comme tout est en accéléré et qu'on n'a pas le développement de personnages pour ce nouveau casting, bah on s'en fout de ce qui se passe. On se concentre tellement sur l'action qu'on oublie les thèmes, qu'on oublie les arcs, etc. Et ça rend le film juste froid. Et c'est con parce que l'animation est pas mal, il y a pas mal de nouvelles chansons. Et puis la promesse d'une suite, là, même si c'était une série, je pense pas que ça m'aurait donné envie de regarder la suite, quoi. Et un dernier film d'horreur que je suis le seul à connaître l'existence, apparemment, Monsieur Croquette, voilà. Qui avait un concept qui avait tout pour être fun, pour être un petit peu créatif, une sorte de Freddy Krueger bas budget. Ça tourne malheureusement trop en rond autour de son seul message sur le « Oh, les mauvais parents, c'est pas bien !» Oui, je suis d'accord, les mauvais parents, c'est pas bien, mais voilà. Et en autre film de merde que j'ai oublié de mentionner, Dear Santa, les gens ont capté que c'était une comédie des frères Farrelly. Ouais, ça explique beaucoup de choses qui vont pas dans ce film, hein. Et Dishonored 4. Ouais, cette licence continue toujours. Et c'est un peu mieux que d'habitude, mais c'est toujours de la merde. Donc les listes, c'est fait, passons maintenant au véritable flop 15. Et en numéro 15, on a un des films les plus drôles de l'année, Reagan. Alors, ce film, c'est un biopic qui se veut ultra dramatique, ultra donnez-moi un Oscar s'il vous plaît, sur le président qui a laissé crever les homosexuels, mais on va pas trop en parler de ça. Et bien sûr, avec le studio qu'il y a derrière, c'est un film de propagande. Sauf que là, ils vont tellement loin dans la glorification de Ronald Reagan que c'en est juste hilarant, quoi. Genre, on essaye vraiment de te faire croire que Ronald Reagan a détruit l'URSS à lui tout seul. Non mec, non pas du tout. Comme c'est un biopic, voilà, forcément ça se passe sur plusieurs années, quoi, ça se passe sur 40 ans pratiquement. Ce qui veut dire qu'on va mettre beaucoup de maquillage de jeunes et de vieux sur les acteurs. Et c'est horrible. Genre vraiment, le maquillage sur le jeune Reagan, c'est affreux. Genre, vous vous souvenez de FBI fausse blonde infiltrée? C'est exactement ça. On essaye tellement de lui foutre de la plastique sur la gueule pour cacher toutes les rides de l'acteur qu'au bout d'un moment, t'es genre, mais non, c'est même pas un être humain que je regarde là. Le pire, c'est de loin
le personnage de Jon Voight qui est un agent du KGB qui a vu dès le début que Reagan allait détruire l'URSS, qui a essayé de prévenir tout le monde, mais l'URSS, il était trop dans son ego, il a pas vu venir ça. Et du coup, son maquillage de jeune à lui, c'est le pire. C'est de loin le pire, quoi. Mais aussi, t'as des tentatives de mise en scène qui sont complètement ratées. Genre, ils essayent de faire une blague sur le fait que les dirigeants de l'URSS s'enchaînent à force de mourir parce qu'ils n'arrêtent pas de s'empoisonner ou de mourir de crise cardiaque et tout. C'est montré avec le mec dans son bureau sur le point d'agoniser et cut sur une archive d'enterrement et on met par Photoshop la photo du mec et on refait ça 3 fois, quoi. Et t'es genre... Vraiment, mais tout le reste du film, t'essayes d'être sérieux et tout, et là maintenant t'essayes d'être une comédie. Mais bon, qu'attendre de la part du réalisateur de Bratz? Non, vraiment, le réalisateur de Bratz, il est revenu pour ça. Et en plus, il y a Jon Voight dans le film, donc c'est une réunion Bratz, ce truc. Et ouais, ce film est largement plus drôle que Bratz. Le mec, il est plus drôle quand il essaye d'être ultra sérieux que quand il fait de la comédie, quoi. Vous pouvez voir, voilà, en 2007, il a fait Bratz, mais il a fait aussi Casper l'apprenti fantôme, donc le direct en vidéo pour Sabad. Casper et Wendy, toujours pour Sabad. Les 3 ninjas se déchaînent, je crois que c'est le 3e film, non, c'est le 4e, c'est celui avec Hulk Hogan, pardon. Mon copain Mac, héros des étoiles. Et il a fait des épisodes de séries télé comme Phénomène Raven, ce qui est très drôle parce qu'il y a une scène, je déconne pas, Reagan a une prémonition du futur. Genre c'est durant la crise des missiles nucléaires de Cuba ou quelque chose comme ça, ou une autre crise un petit peu où ils ont failli s'autodétruire les 2 blocs là. Et là au moment où ils hésitent à lancer l'attaque nucléaire, t'as un gros plan sur l'œil de Reagan. Oui, en plus c'est fait de la même façon que Phénomène Raven. Il balance les missiles, t'as des plans ultra images de synthèse qui balancent où on voit les missiles aller dans l'espace et tout. Tu vois un missile en train de détruire New York et tout. Et tu sors de l'œil et là finalement c'est pas arrivé. Voilà, c'est littéralement une scène de Phénomène Raven, quoi. Et puis ça va dans tous les poncifs réganiens, genre il a combattu le syndicat des acteurs d'Hollywood parce que c'est un truc communiste, c'est un complot et tout, faut absolument que je les combatte pour sauver l'Amérique. Ouais, des acteurs qui demandent à être mieux payés pour leur travail, c'est un complot soviétique, connard. Numéro 14, on reste dans les films rigolos, Madame Web. Madame Web, c'est le nanar que Morbius voulait être. Vraiment. Genre, tout est pourri dans Madame Web. Là, je vais pas essayer de le défendre et tout. Tout ce que je pourrais dire pour le défendre, c'est tapez pas trop sur les acteurs, actrices et la réalisatrice. Non, la réalisatrice, clairement, elle a été fait venir à la dernière minute pour faire un truc de commande. C'est pas elle qui a pris les décisions, c'est les producteurs de Sony, voilà. Mais putain, les décisions de Sony, elles sont hilarantes tant ça va mal, là. Genre, déjà, vouloir faire une adaptation du personnage de Madame Web, c'est casse-gueule, voilà. Parce que ça amène toute une dimension à la mythologie de Spider-Man qui, généralement, fait lâcher ceux qui lisent les comics. Mais alors, pour ceux qui connaissent à peine les films, ça va être pire. Genre, déjà, je trouve qu'on demande beaucoup aux spectateurs avec Spider-Verse, mais rajoute Madame Web, où t'as tout un truc où tous les hommes araignées sont liés par le destin, ce sont tous des totems qui mettent en place l'équilibre de l'univers et tout. Ça rajoute une dimension destinée au Spider-Man qui n'arrange pas trop les fans, tu vois. Ils aiment bien le fait que ce soit juste un gamin normal qui a eu ses pouvoirs par accident. C'est quand même mieux que « Oh, c'est son destin !» Mais en faire un film solo sur elle, ok, c'est juste une madame handicapée, aveugle, qui a quelquefois le pouvoir de voir dans les dimensions. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant à mettre en scène. Ah bah on va la rendre jeune. Évidemment, on va pas faire un film hollywoodien blockbuster sur un personnage féminin qui a plus de 50 ans, évidemment. Faut absolument qu'on la rajeunisse, lui donner la trentaine ou quoi. Et la nana, c'est juste Next, avec Nicolas Cage. Voilà, elle voit des gens mourir et elle essaye d'empêcher ces meurtres-là, et voilà. Ok, et en fait, elle découvre qu'il y a un méchant qui a volé des pouvoirs d'une araignée magique de l'Amazonie que sa mère étudiait quand elle était à l'Amazonie avant de mourir. Et ce mec-là, il essaye de tuer des futurs Spider-Woman. Ok, ouais, si tu veux. Et déjà, le scénario, ça part loin, mais en plus, chaque décision artistique est ratée. La mise en scène, elle arrête pas de changer d'idée sans cohérence. Je veux dire, t'as une scène au tout début du film où tout d'un coup ils font du zoom des zooms. Pourquoi? Le méchant principal, il est joué par, j'ai oublié le nom de l'acteur, c'est le mec qui était dans Un Prophète. Et tous ces dialogues sont à mourir de rire parce que à chaque fois, tu entends trop que c'est un redoublage en fait. Il a été complètement redoublé en post-prod ce personnage et on n'est pas sûr de pourquoi. Voilà, on n'a pas assez d'éléments sur ce qui s'est passé durant la post-prod et quel scénario a été réécrit ou quoi parce que voilà, il y avait clairement pas d'artiste qui essayait de défendre une vision dans ce film-là, donc tout le monde s'en fout. Et encore, toutes les autres actrices sonnent faux aussi parce que personne ne croit à ce qu'ils lisent. La plus drôle étant Dakota Johnson parce que clairement elle en a rien à foutre de ces conneries de geek, donc du coup elle sonne faux à chaque fois parce qu'elle y croit absolument pas. Et encore une fois, tapez pas sur l'actrice parce qu'en fait l'actrice, quand on lui donne un bon matériel, elle se débrouille bien. Bah d'ailleurs, je l'avais pas mis dans mon flop, mais Daddy-O, c'est très sympa, elle joue bien dedans. Et bien sûr, Pepsi.
on est obligé de parler de Pepsi dans ce bordel. Genre c'est scène hilarante où Dakota Johnson se retrouve avec une canette et que elle doit pas ouvrir parce que sinon ça risque de foutre en l'air un accessoire qu'elle doit garder à la main tout le temps parce que les sponsors lui ont dit de garder ça à la main. Du coup elle se retrouve à j'ouvre pas, c'est juste frustrant. Et le fait que le putain de méchant se fait tuer par un panneau Pepsi quoi, genre j'ai pas vu ça depuis l'inspecteur Gadget, le film tout pourri de Disney quoi. Et ouais, le bordel de production, je suis pas sûr, ma théorie, hein, voilà, c'est peut-être pas ce qui s'est vraiment passé, mais comme le film se passe dans les années 2000 et tout, je suppose que il voulait s'ancrer dans la continuité des films Spider-Man du MCU, et donc dans le reste du MCU. Et que du coup, ça serait un préquel de cette version de Spider-Man, et on verrait son oncle Ben, on verrait qu'il y a d'autres Spider-Personnes qui ont tourné autour de lui et tout. Mais que Marvel et Disney se sont dit, ouais non, on vous laisse pas toucher à ça, du coup, ils se sont dit, bon bah on est obligé d'annuler cette partie du scénario et de tout réécrire tous les dialogues du méchant qui parlaient de ça principalement. Mais voilà, c'est en effet tout pourri, mais je peux pas m'empêcher d'adorer ce film. Pour moi, c'est un vrai nanar, parce que vraiment, les décisions artistiques, j'ai une fascination à la Birdemic et The Room, genre j'essaye de comprendre pourquoi vous l'avez fait comme ça. Déjà, de nos jours, ce film est vu comme une comédie, mais je pense que dans quelques années, ça va vite devenir un classique comme Troll 2, quoi, vous voyez. Numéro 13, Uglies. Alors, je sais pas pourquoi, mais Netflix a cru que c'était une bonne idée de faire encore un de ces films de dystopie pour ados. Vous savez, comme Hunger Games ou surtout Divergent, voilà, c'est très Divergent-like le truc. Et ça se passe dans une dystopie, mais alors la dystopie la plus neuneu du monde. C'est une dystopie où tu as d'un côté les beaux et les moches. Voilà, ça commence bien. Et les moches doivent suivre une longue éducation et pas mal de conversions et tout. Et pour les rejoindre, ils devront passer par une séance de chirurgie qui... honnêtement, faut revoir un petit peu les définitions de beau et moche, parce que honnêtement, certains dans les moches sont quand même plus beaux que les machins en plastoc avec trop de maquillage et les yeux blancs et tout, voilà. Sauf que notre héroïne principale découvre qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce système. Parce que les gens qui deviennent plus beaux, bizarrement, ils deviennent plus cons et plus égoïstes. Comment ça se fait? Alors, et qu'en fait, elle devrait s'assumer en rejoignant cette rébellion qui se cache dans la forêt, qui fait des trucs de Jones. Et voilà, c'est très neuneux, hein, voilà, je vais pas vous le cacher. Pour vous dire à quel point c'est neuneux, il y a ce plan qui me fait tout le temps mourir de rire chaque fois qu'il arrive. C'est pour montrer la différence entre les deux cités. Tu as la civilisation des moches avec juste des bâtiments carrés, grisâtres, tout moches. Il doit y avoir de la poussière de partout et tout. Il y a un pont qui les relie à une grande ville, voilà, la ville de Speed Racer si vous voulez. Et tous les soirs, il y a des feux d'artifice. Genre littéralement chaque fois que tu vois cette ville, il y a des feux d'artifice. Et moi je suis genre, mais... ça doit être horrible de vivre là-bas, imagine, t'essaies de dormir. Ils essayent d'avoir quelques idées de technologie futuriste un petit peu rigolote par-ci par-là, mais au bout d'un moment ça fait très les Jetsons et tout. Et pas mal d'arcs et de décisions de personnages et tout, c'est un Divergent Light, donc c'est encore plus con que ça. Les scènes d'action sont pas particulièrement bien filmées, elles sont même ultra fake. Et la fin, bah oui, clairement la fin supplie une suite, mais une suite qui a pas l'air très intéressante quoi, genre... elle a rejoint les beaux pour infiltrer le système et le détruire de l'intérieur en espérant que la crétinisation du procédé ne l'a pas trop atteint, qu'elle va pouvoir redevenir intelligente, voilà quoi. Mais aussi, ok, Netflix, c'est cool de vouloir donner du boulot à des actrices trans. Laverne Cox, voilà, elle a toujours pas mal de charisme, elle a toujours un certain talent et tout, mais l'utiliser, elle, pour représenter cette société qui force des jeunes à aller dans une chirurgie pour les conformer à une société... c'était très débile. C'était très débile de faire ça de nos jours. Donc ouais, je ne sais pas s'il va y avoir une suite. J'espère pas, parce que c'est parti pour être bien pourri et encore plus transphobe. Mais voilà, je suis désolé s'il y a une série de bouquins dont j'ignore l'existence et qu'il y a des fans de cette série de bouquins qui adorent l'univers et qui vont me trouver débile. Je suis désolé, hein. Vous avez le droit d'aimer le bouquin, mais moi, j'ai le droit aussi de trouver ça complètement débile. Hein. Numéro 11, Harold et le crayon de merde. Pardon, le crayon magique. Alors, pour ceux qui savent pas, Harold et le crayon magique, c'est un conte classique aux États-Unis. Voilà, sur ce garçon qui décide avec un crayon violet et qui peut donner vie à ses créations. Voilà, quelque chose de très simple, très mignon et tout. Et ils ont décidé d'en faire une adaptation en film. Pourquoi pas, ça peut donner un chouette petit film d'animation et tout. Non, ils vont en faire un live action. Ok, si vous voulez, je vois pas pourquoi il y a besoin de le rendre live action, parce que tout repose vraiment sur la 2D, sur celui-là et tout. Mais bon, je suppose qu'on peut trouver un gamin pour jouer le personnage et tout. Non, on va le faire jouer par le connard Trumpiste qui a joué Shazam.
What? Mais il a genre 40-50 ans de trop pour jouer ce personnage. Bon ok, pourquoi pas, vous voulez faire un film à la Hook où on voit ce gamin qui a vécu dans son imaginaire toute sa vie, qui se retrouve dans le monde réel et tout. Non, en fait c'est un personnage fictif, c'est juste que il a grandi dans son monde de fiction et il arrive dans notre monde avec sa grenouillère bleue et tout le film c'est des blagues à la Il était une fois. What? Voilà, vraiment je comprends pas, vraiment. Le connard qui veut absolument faire des comédies à la Visiteur avec n'importe quelle licence, faut le trouver et détruire sa carrière. Là, ça commence à devenir trop. Faire ça pour les Schtroumpfs, faire ça pour Sonic, faire ça pour Alvin et les Chipmunks, ça commence à faire trop, là. Là, Harold et le crayon magique, ça a juste pas de sens, quoi. Mais en plus, voilà, c'est un film qui a tous les poncifs du film pour enfants. Genre, le mec de 40 ans devient très pote avec un gamin qui a une maman célibataire, qui a quelques soucis de vie et tout. La maman célibataire, elle comprend pas du tout les trucs magiques qui se passent autour d'elle et tout. Les copains mignons de Harold, voilà l'espèce de petit hérisson et je sais plus c'est quoi l'autre animal, ils ont aussi forme humaine parce que ta gueule. Et on essaye de faire un truc méta sur le fait que l'auteur il existe dans ce monde et en fait Harold il essaye de le retrouver pour pouvoir retrouver son pote ou je ne sais plus quoi, voilà. Et du coup quand il découvre que l'auteur est mort, voilà, il y a tout ce... Ça essaye un truc méta mais ça annule vite pour rester dans un schéma un petit peu sûr de ah vite il nous faut absolument un méchant qui va voler le crayon pour créer des créations de merde et tout. Mais ouais c'est très neuneux, les gags sont forcés, et les dramas sont forcés aussi dans celui-là. Et c'est juste marrant de voir l'acteur dire oh voilà on veut plus m'engager dans des films à Hollywood parce que je soutiens Trump. Non on veut plus t'engager dans des films parce que tu fais des trucs comme Shazam 2 et ça. Numéro 11. Red One. Il y a un film avec Bill Murray qui s'appelle Fantôme en fête. Voilà, c'est une version moderne de Christmas Carol. Voilà, l'histoire de Scrooge avec les fantômes et tout. Et au début du film, il y a une parodie de bande-annonce où t'as Lee Major, qui est un super militaire qui vient sauver le Père Noël qui se fait attaquer par des terroristes. C'est ça Red One. C'est Dwayne Johnson et Chris Evans qui unissent leurs forces pour combattre une force terroriste qui a kidnappé le Père Noël, qui veut enfermer toute l'humanité dans des boules à neige dont ils peuvent sortir juste en se disant des trucs bien. Ouais, déjà en quoi c'est mal? D'accord, il y a le kidnapping, il y a le traumatisme, il y a potentiellement la révélation du monde magique, je sais pas si c'est un enjeu pour eux, mais voilà quoi. Mais sinon, son plan, c'est juste amener des parents et des enfants qui se disputent à se réconcilier. Donc, c'est pas plus mal. Je veux dire, littéralement, c'est ce qui arrive avec Chris Evans qui se réconcilie avec sa fille, si je me trompe pas, ou son fils, je sais plus, ça fait un moment que je l'ai pas vu le film, le voir une fois ça m'a suffi. Et il se réconcilie très facilement, genre, je crois qu'il reste même pas 10 minutes dans cette boule, et une fois ça fait, ben, voilà, vous voulez de confirmer que le plan du méchant, elle est pas si con que ça. L'univers du Père Noël, voilà, ça s'arrête pas de promettre des concepts cool, genre par exemple, apparemment tu as cette organisation secrète qui veille sur les mythes, genre on te fait passer un moment le cavalier sans tête en te montrant qu'il y a d'autres mythes qui sont vivants et c'est genre mais c'est intéressant ça, on peut explorer ça. Attends, c'est un petit peu le Men in Black des personnages de fantasy et tout, on peut s'intéresser là-dessus. Non, on va juste se concentrer sur le Père Noël et Krampus et un autre personnage plus ou moins lié à la mythologie du Père Noël et on va s'arrêter là. Et c'est juste... bah c'est dommage, surtout que c'est le pôle Nord le plus moche de la fiction, quoi. Vraiment, c'est pas une vision du pôle Nord très intéressante, quoi. C'est réalisé par Jake Kasdan, le fils de Lawrence Kasdan, voilà, celui qui avait écrit l'Empire contre-attaque et tout. Et Jack, il avait déjà réalisé pour Dwayne Johnson les films Jumanji. Donc clairement, c'est juste un énième esclave au service de Dwayne Johnson qui est là juste pour le rendre cool auprès des Jones. Mais au-delà de ça, il y a vraiment des moments où on se retrouve encore avec un cas de cinématographiquement analphabète. Genre vraiment, il met un jeu de couleurs qui joue bien sûr sur le rouge, le vert parce que Père Noël, voilà, mais qui donne vraiment une ambiance lugubre et très thriller espionnage, alors qu'on est au putain de pôle Nord. On est avec le Père Noël et des lutins là. Vraiment, il essaye de rendre réaliste le pôle Nord avec le Père Noël et tout, quoi. Mec, je crois que tu fais trop d'efforts pour rien là. J.K. Simmons en Père Noël, voilà, le peu qu'il est là, il arrive à donner un petit peu de charme au personnage, mais c'est juste que il y a eu toute une promo sur oh, vous avez jamais vu un Père Noël comme ça? Si, j'ai vu plusieurs Père Noël comme ça. J.K. Simmons, c'est la deuxième fois qu'il joue le Père Noël, il jouait aussi le Père Noël dans Klaus, qui est un bien meilleur film de Noël d'ailleurs. Mais ouais, voilà, le film, il essaye à la fois d'être un film Marvel, un film de Dwayne Johnson, un film pour enfants avec le Père Noël, il y a ce mélange de tons qui finit par s'auto-annuler, et finalement, le film, il est juste tiède, quoi. T'as même une autre scène où ils vont voir Krampus, qui est le frère un petit peu embarrassant du Père Noël, là. Et là, la production design, on dirait un épisode de Buffy contre les vampires, là, avec du maquillage partout et tout. Bah, il y a quelques trucs un petit peu sympas dans le lot, hein, mais voilà, quoi, ce film, il a vraiment pas
d'identité visuelle propre, c'est un petit peu dommage. Et Chris Evans, ouais bah, il est là pour être beau gosse et pour être moins cool que Dwayne Johnson, donc du coup il est juste chiant. C'est dommage hein, parce que moi j'aime bien Chris Evans, mais là pour le coup... Numéro 10, oh putain, Loup-garou. En parlant de Jumanji, des producteurs français se sont dit, tiens, on va faire Jumanji Bienvenue dans la jungle, mais avec un jeu de loup-garou. Parce que... Et ce que j'adore vraiment, c'est pour dire à quel point les mecs, ils ont vraiment pas pensé du tout à comment faire un film sur le loup-garou, c'est que à aucun moment, tu as l'aspect paranoïa The Thing qui est propre à une partie de loup-garou où tu te méfies de tout le monde. Genre, non, dès le début, tu sais déjà qui a tel rôle. Genre, tu sais déjà qui c'est qui a le pouvoir de force, tu sais déjà qui a le pouvoir de chant et tout. Je sais plus les terminologies de loup-garou. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au loup-garou, faut dire. Ouais, mes potes, on joue surtout à d'autres jeux de société, genre le Hitler secret, mais ouais, c'est autre chose. Mais voilà, comme tous nos héros principaux, voilà, ce sont tous les personnages qui viennent du futur et qui arrivent dans ce monde médiéval pour faire un isekai. Et comme ils ont un petit peu tous des pouvoirs et tout, tu comprends vite que, ouais, non, il y en a aucun d'entre eux qui sera un loup-garou. Bon, il y en a une qui se révèle être un loup-garou, c'est la gamine, mais même ça, il le gère facilement. Et justement, un des enjeux, c'est réussir à gagner la partie sans devoir la buter. Mais enfin voilà, du coup, on n'a pas cet aspect-là du jeu. Et ça s'arrête un petit peu à de la comédie, genre oh là là, on est dans l'époque médiévale alors qu'on est du futur. Oh là là, on l'a peut-être croisé Léonard de Vinci, on l'a peut-être aidé à faire quelques inventions ou quoi. Franck Dubosc joue un chanteur dans l'époque médiévale et du coup, oh, toutes ces chansons, c'est des chansons modernes, c'est du Balavoine et du Johnny Hallyday. C'est triste à dire, hein, parce qu'il y a Jean Reno dans ce film et j'aime beaucoup Jean Reno, mais... c'est juste chiant, quoi. C'est même pas les pires blagues du monde, voilà. Même dans leur nullité, c'est blasant plus que rageant, ce film. Pas très en longueur, c'est pas ambitieux du tout, ça essaye même pas de réellement adapter ce qu'ils prétendent adapter. Les quelques moments où ils essayent d'avoir du drame, c'est juste, on s'en fout de ces personnages, donc voilà. Non, il y a un truc bien. Il y avait un gag sur un personnage qui se prend tout le temps une flèche, même quand ça devient incohérent. Ce gag-là, à la limite, il est un petit peu rigolo. C'est juste qu'au bout d'un moment, tu te poses la question, est-ce que la flèche a traversé le mur ou quelque chose? Mais voilà, c'est le seul truc bien dans ce bordel. À ce qui paraît, l'émission télé Loup-garou sur Amazon Prime est bien mieux. Bah, déjà, c'est un jeu télévisé, donc c'est un peu plus intéressant pour un truc sur Loup-garou, déjà. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai des potes qui l'ont vu et qui ont bien aimé, donc je suppose que c'est mieux que l'autre dope, mais voilà, quoi. Ou sinon, envoyez-vous The Thing. C'est bien aussi The Thing, hein. C'est un meilleur film loup-garou que le film loup-garou, de loin. Numéro 9, Joker Folie à 2. Ouais, voilà, j'ai fait toute une vidéo expliquant à quel point ce film est complètement raté d'un point de vue thématique et d'exploitation narratif, ouais. Comme j'ai dit dans cette vidéo, Harley Quinn, elle sert pratiquement à rien. Les acteurs, ils auraient pu faire un bon boulot, mais ils sont un petit peu encouragés à mal jouer volontairement pour aller dans une glorification du réalisme à tout prix. Ouais. Pour dire, Lady Gaga avait expliqué qu'elle avait dû désapprendre à savoir chanter pour pouvoir jouer dans ce film. Vraiment, t'as fait venir Lady Gaga pour la faire mal chanter. Tant qu'à faire pour une actrice qui a pas de talent de chanteuse en fait. Il y a des qualités, bien sûr, avec tout le pognon qu'ils ont, forcément, tu peux dire que la photo est super léchée, qu'il y a quelques moments où les acteurs ils se débrouillent bien sûr, ils essayent de faire au mieux, hein. Mais tous leurs efforts sont gâchés par un réalisateur égocentrique qui ne sait pas exactement ce qu'il veut raconter, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce qu'encore une fois, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, je vais passer au film suivant, Rebel Moon, partie 2. Donc voilà, flop de 2023 avait déjà le premier Rebel Moon, et bah du coup, le deuxième Rebel Moon, bah sans surprise, il se retrouve aussi dans ce flop. Bah oui, ces deux films ont été tournés pratiquement en même temps, donc du coup ils ont les mêmes qualités, les mêmes défauts. Déjà le fait que l'un des premiers trucs que cette bande de 7 mercenaires font une fois arrivés sur la planète, c'est remarquer, eh mais attends, on a tué l'autre nazi là. Du coup, on est un petit peu venu pour rien, quoi. Et là, Zack Snyder est genre, ils ont ressuscité le nazi. Du coup, ils vont quand même avoir la bataille. Et là, je suis genre, pourquoi l'avoir buté dans le premier film, alors? Ah, mais comme ça, il peut encore foutre des symboles christiques. Attends, quoi? Tu fous des symboles christiques sur ton personnage de méchant principal nazi? Pardon? Là, ça envoie en l'air beaucoup d'idées préconçues sur ton Superman christique, hein. Donc, ok, le nazi il vient quand même, on va quand même avoir cette bataille. Donc, du coup, qu'est-ce que nos 7 on va faire contre ces gens-là? Bah, on va juste entraîner les villageois à se battre. Donc, ouais, comme je le disais pour le premier film, bah, dans ce cas, l'ancienne soldat, le robot et les autres connards, ça pouvait suffire à entraîner ce village. On n'était pas obligé d'aller chercher tous ces personnages à travers la galaxie, quoi. Mais hey, maintenant qu'on passe un peu plus de temps sur cette planète, on va pouvoir un peu plus développer ces personnages. Voilà, genre, on découvre que l'ancienne soldat, elle a participé à l'assassinat de l'empereur et de sa fille, ce qu'on savait déjà, en fait. L'ancien général, joué par Jim Hudson, il arrête de picoler. La ninja avec des sabres laser, elle tombe amoureuse d'un gosse. Et le reste du temps, blé.
blé. On récolte du blé parce que le blé est notre arme. Ouais, voilà, si vous êtes fan de blé, vous allez kiffer votre race avec ce film. Mais voilà, quoi. C'est pas très intéressant pour quelqu'un qui est venu pour voir un équivalent mature à Star Wars, quoi. Et le reste du film, bah voilà, c'est la bataille. Donc du coup, ça tire de partout, ça explose de partout. On sait pas de quel côté on est censé être vu que les méchants sont aussi mis en valeur par l'imagerie que les gentils. Et t'as des moments où Snyder s'éclate sur sa propre mythologie qu'il déconne de film en film. Genre par exemple là, il y a une scène où l'héroïne principale, elle va dans un vaisseau où elle essaye de détruire le truc de l'intérieur, genre en faisant sauter le moteur et tout. Donc elle va dans la salle des moteurs et le moteur, c'est une statue géante d'une femme, voilà. Et elle voit ça, elle le touche un petit peu, elle pleure un petit peu comme si elle était désolée de ce qu'elle fait. Et là déjà, t'es genre, ok, qu'est-ce que j'ai loupé, pourquoi elle est émue comme ça de devoir détruire cette statue, genre c'est par rapport à sa religion. Et en fait, quand j'ai parlé de ça dans un thread sur Twitter, il y a quelqu'un qui m'a expliqué, non mais Zack Snyder il a expliqué que dans une interview, en fait ces statues là c'est des divinités que l'Empire a kidnappées pour les utiliser comme source d'énergie pour leur vaisseau pour voyager dans la galaxie. Ah, et ils disent ça quand dans le film? Oh, ils le disent nulle part. Ah non, mais c'est complètement con, je suis d'accord avec toi, hein. Genre, je sais plus si la version longue est sortie. Il y a eu la bande-annonce pour la version longue de la première et deuxième partie qui sont sorties. Je vais même pas donner leur chance à ces versions-là. Mais déjà, dans la bande-annonce de la partie 2, tu vois qu'à un moment, cette entité devait se réveiller, se lever et révéler être une statue de femme à poil géante. Parce que voilà, Zack Snyder, il aime bien foutre des gens à poil dans ses films. Et je suis genre, ouais, voilà, tu as pas mis cette scène juste parce que tu voulais mettre la scène de l'unité dans la version longue parce que tu te sabotes toi-même parce que t'es débile. Du coup, les gens qui vont regarder cette première version du film, qui du coup est complètement inutile quoi, bah du coup ils vont pas comprendre ce qui se passe, ils vont pas comprendre pourquoi elle pleure et tout. Donc ouais, la mythologie elle est à peine expliquée, elle va dans tous les sens et elle est souvent ridicule. Je veux dire, la scène d'assassinat là, ça essaye de refaire la scène du mariage rouge de Game of Thrones, l'assassinat de l'empereur là, sauf que bah c'est complètement ridicule. Entre les costumes, déjà putain les costumes, j'y crois pas, les costumes c'est littéralement des mecs en costard cravate avec une tunique de Romain en plus, genre au cas où t'aurais pas compris. Ça essaye de refaire la scène de l'assassinat de César, mais c'est juste tellement mal filmé et mal joué que du coup tu rigoles plus qu'autre chose. Surtout quand le méchant principal avec son espèce d'accent irlandais là se met à crier, c'est genre non je prends pas au sérieux, je suis désolé. Et même le moment où il bute la gamine, elle devient une espèce de lumière d'ange et tout, genre oh mais ferme ta gueule Zack Snyder. Bien sûr, il gagne la bataille, il y a eu quelques morts parce que encore une fois c'est mercenaire, hein, c'est ce qui se passe aussi dans le film. Hein. Et après ça, le film a l'indécence de promettre encore plus de suites. Genre, haha, maintenant on va retrouver la princesse qui est toujours en vie en réalité. Et attends, du coup, on suit un groupe de résistants qui s'opposent à l'état en place en essayant de retrouver la digne héritière qui est encore gosse. Mais c'est Vacro mourir là en fait que t'es en train de nous faire, non? Donc ouais, je suis désolé Zach, mais vraiment, achète un scénariste. Tu sais faire de belles images, encore dans celui-là, c'est pas très beau, mais tu sais pas raconter une histoire. Il faut vraiment que t'engages un scénariste et que t'écoutes ce qu'il te raconte. Parce que clairement, quand c'est toi qui racontes, tu vas dans tous les sens, tu nous balances des concepts que t'expliques jamais, et au final, on s'en fout des personnages qu'ils vivent ou qu'ils crèvent parce que ce sont tous des stéréotypes qui perdent un petit peu de leur spécificité quand vient l'action. Ah bah oui, d'ailleurs, le mec qui, la seule particularité, c'était de dresser des griffons. Il sert à rien dans la bataille finale. Bah oui, y a pas de griffon dans cette région. À quoi il allait servir le mec? Numéro 7. Alors celui-là, je sens que ça va faire un petit peu polémique parce que c'est une licence pas mal populaire. Mais j'ai essayé de m'y mettre, hein. Mais je suis désolé. Terrifier 3, c'était vraiment nul, je suis désolé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui kiffent ça, je sais que c'est une licence à succès. Dans la précédente vidéo sur le top, j'avais dit que j'avais loupé des films comme Smile ou Sans un bruit parce que c'était des licences de films d'horreur dont je voulais voir les précédents opus avant. Et bah mon erreur, enfin plus ou moins erreur, parce que voilà, là les licences d'horreur que j'ai voulu découvrir en période d'Halloween, c'était Fantasme, très intéressant, imparfait, mais très intéressant. Et la licence Terrifier pour voir un petit peu ce que regardent les jeunes. Et ouais, ben... c'est pas terrible, le 3 est meilleur que le 1, mais il est tout aussi pourri que le 2. Donc... bon, je sais déjà que certains arrivent avec certaines défenses et tout, en mode « oh, mais t'aimes pas parce que c'est trop violent pour toi mon cul, hein, regardez mon top, il y a The Substance, c'est probablement encore plus violent que Terrifier. » Non, au contraire, moi je m'y attendais à ce que ça allait être un film gonzo, complètement gore, complètement débile et cruel as fuck là-dessus. Non, moi c'était pas un truc qui allait me gêner, moi justement j'allais voir ces films pour ça, quoi. Et c'est pas non plus le fait que c'est mauvais esprit, ou que c'est vulgose, ou qu'il y a un petit peu trop de nanas en petite tenue, ou des trucs comme ça. Non, ça à la limite, je peux faire avec. Non, moi le truc qui fait que j'arrive pas à rentrer dans ces films, je me fais chier en regardant ces films.
vraiment, je m'ennuie. Parce que d'accord, il y a quelques scènes de mort un petit peu rigolotes, mais de l'autre côté, il y a des longues scènes, d'immenses slow burn qui mettent énormément de temps à arriver au moment où ça va arriver au meurtre, et ça essaie de créer un suspense et une gravité à la mise en scène où t'es genre... Mec, c'est pas ce genre de film, essaye pas d'être ce genre de film. Genre au bout d'un moment, je me fais juste chier. En plus, ça me fait marrer parce que le réalisateur, il avait dit sur les réseaux sociaux que, voilà, quand il fait ses films, il ne pense absolument pas à la politique, il veut absolument pas avoir un message ou un propos à dire. Et du coup, moi je me dis... Bah, du coup, tout ce ton grave, ces moments où t'essayes de créer une ambiance et tout, ça sert à rien. T'essayes pas de mettre en place un thème ou une atmosphère ou une intention de quoi que ce soit. Non, tu veux juste faire un film d'horreur débile, mais bizarrement, il y a des moments où tu filmes ça comme si c'était un film d'horreur sérieux, quoi. Moi, c'est ça qui me fait chier. Moi, je veux justement que ce film de clown tueur, il soit un peu plus délirant et rigolo, quoi. Mais non, il perd beaucoup de temps avec les dramas familiales, avec les disputes, avec les longs moments où les personnages ne font que s'engueuler, les moments où le tueur, il prend bien son temps, voilà, il a l'air de jouer avec ses victimes, mais finalement, il fait rien de spécifique dans ces moments-là. C'est juste, il perd du temps. Non, et puis je suis désolé, mais la figure et la mythologie autour de Art le clown, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fascinés par ça, mais moi, j'accroche vraiment pas. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir une réelle cohérence thématique. Genre, je veux dire, Freddy Krueger, par exemple, voilà, il y a la thématique du rêve, il y a la thématique d'entrer dans l'intimité des gens et tout, qui est propre à sa nature de pervers et tout. Voilà, tu vois, il y a un propos, voilà, il y a un style qui se met en place, il y a quelque chose qui dit quelque chose sur ce personnage. Pareil pour Jason, pourquoi il vit dans la forêt, pourquoi il parle pas, pourquoi il s'attaque à des jeunes qui baisent dans les trucs. Tu vois, il y a toute une histoire autour, il y a toute une mythologie. Il y a même un petit propos politique, un petit peu, même si c'est pas toujours dans la tête des réalisateurs. Mais Art le clown, pourquoi il est un clown? Parce que tu vois, qu'est-ce qu'il est? C'est quoi son histoire? C'est juste un taré qui tue des gens. Pourquoi c'est un clown? Parce que c'est juste un taré. Ah, dans le 2, on découvre que c'est un démon des enfers qui aime bien tuer des gens. Bah ok, du coup, il a des pouvoirs et du coup... il pourrait pas tuer des gens de façon un peu plus délirante et un peu plus rigolote? Genre vraiment, sa façon de tuer des gens, voilà. Il n'y a pas vraiment une méthodologie spécifique, tu vois. Genre, un coup, il te bute avec une tronçonneuse, un coup, il se contente de sortir le flingue et de tirer dessus comme un débile, quoi. Genre, sérieusement, moi, les moments qui me font le plus rigoler dans ce film, c'est qu'au bout d'un moment, il arrête d'être un serial killer stylé, il sort un flingue et il tire, quoi. Là, je suis genre, j'en ai marre de ces conneries, boum. Dans le 3, il essaye d'adopter un style un petit peu Père Noël, mais... Voilà, maintenant c'est le Père Noël, ok. Ouais, c'est un petit peu rigolo le gag de qu'est-ce qui va sortir de son sac cette fois-ci, mais... Hein. Aussi le fait qu'apparemment chaque fois qu'il va aux toilettes, il aime bien étaler de la merde dans les murs... Clown. Genre vraiment je comprends pas ce personnage et du coup je suis pas fasciné par ce personnage et du coup chaque fois qu'on essaye de mettre cette mise en scène genre ouh quel personnage mystérieux et tout, moi je m'en fous. Genre la scène où après être né une seconde fois grâce à la journaliste qui l'a défiguré et rendu folle en l'envoyant à l'hôpital psychiatrique et qu'elle est devenue un petit peu son second couteau et que ils vont dans cette maison abandonnée, restent assis dans leur coin, la nana elle va se tailler les veines dans la baignoire et reste là genre pendant des années, des mois, je sais plus exactement combien de temps il se passe entre les deux films. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? C'est juste, oh c'est cool juste parce que c'est gore et glauque. Bah je suis désolé mais c'est pas assez. Moi je veux que tu me dises quelque chose, que tu me racontes une histoire à travers ça. Pourquoi est-ce qu'il attend une période de fête pour tuer des gens? Ça je veux bien savoir ça par exemple. Et la Final Girl là qui revient du 2, qui apparemment est la seule capable de la tuer grâce au pouvoir d'un truc que son père a imaginé dans une bande dessinée où il a inventé une image de femme forte en bikini pour que sa fille puisse s'identifier. Ok, tu veux que ta fille se balade en bikini en métal, quoi? Ça pareil? Est-ce qu'on va expliquer? Est-ce qu'on va essayer de raccrocher ça à un thème ou quoi que ce soit? Non, le réalisateur, il veut absolument pas raconter quelque chose, il veut juste faire un film gore pour du film gore. Bah, je suis désolé, mais maman, au bout d'un moment, c'est chiant. T'embêtes pas avec ça si c'est tout ce que tu vas faire, quoi. Pour que vous compreniez mon problème, il y a un autre film d'horreur bas de gamme direct en vidéo qui ressemble un petit peu à Terrifier qui s'appelle Jester. C'est un mec qui est en costard orange avec un chapeau et un masque qui fait un petit peu peur, voilà, d'une espèce de démon qui sourit. Et lui, il tue des gens en faisant des tours de magie. Et là tu vois, ah, il y a une thématique, et du coup c'est un petit peu rigolo de quelle façon il va tuer les gens en utilisant cette méthodologie, quoi. Et il y a une thématique autour de ça, genre il y a une... Je sais plus c'était quoi l'histoire, mais il y a un truc où les parents des victimes ont un terrible secret et il faut qu'ils fassent avec ce truc, voilà, tu vois. Il y a une histoire qui se met en place, il y a une motivation et tout, même si c'est un démon quasi instoppable et tout, il y a quand même des trucs intéressants à faire ça. C'est pas mieux, hein, de ce que je me souviens, il était quand même pas mal chiant ce film, il était un peu moins gore aussi, mais bon, ça... Mais voilà, il y avait un minimum de réflexion sur ce qu'on essaye de faire avec cette figure là. Mais Terrifier, donc je m'en fous, je veux juste faire des trucs gore pour des trucs gore. Ouais bah...
fais ce que tu veux après, hein. Apparemment des gens aiment bien ça, donc tant mieux pour toi, mais moi d'un autre côté c'est parce que je recherche dans un film d'horreur, moi j'essaye de voir une figure de l'horreur qui représente quelque chose de pur, quoi. Et là c'est juste un taré qui aime bien tuer les gens, et moi je suis désolé mais je trouve ça chiant. Quelquefois on a des scènes de mort un petit peu rigolotes et créatives, mais ça s'arrête là, quoi. Je comprends que certains aiment bien ce genre de film un petit peu gonzo et bas de gamme pour changer un petit peu avec l'horreur un peu plus sophistiquée à la 24, je comprends que ça saoule, à force c'est qu'on veut juste un truc débile avec du gore, mais je suis désolé, même dans les trucs débiles avec du gore, j'ai vu mieux avec du Evil Dead, avec du Brain Dead et des trucs comme ça, quoi. Le final de The Substance, pour moi, c'est le genre de délire gore gonzo que je veux bien de ce genre de film, quoi. Mais Terrifier 3 me propose jamais réellement ça, malheureusement. Si vous aimez ces films-là, tant mieux pour vous, hein. Je vais pas vous empêcher de vous amuser, voilà, c'est pas des films moralement douteux ou quoi, hein, c'est juste des films d'horreur neuneux. Mais voilà, en ce qui me concerne, je capte pas la hype, je me fais chier en regardant ces films. Je crois que c'est ça le pire, tu vois, qu'ils soient pas notre goût et tout, c'est une chose, mais le fait que je me fasse chier devant ce genre de film, alors que d'habitude je suis plutôt friand de ce genre de film, ça pose problème. Numéro 6, Cocorico. Alors, je sais pas si je peux la dire celle-là. Voyez-vous, j'ai eu pas mal de propositions de sponsors. Bien sûr, voilà, j'ai un agent qui m'aide à en trouver et qui me négocie le truc pour avoir un tarif qui arrange tout le monde, etc. Mais bref. Et du coup, il m'aide aussi à faire le tri parmi les sponsors qui sont un petit peu douteux, tu vois. Et il y a un sponsor où c'était pour faire des tests ADN pour découvrir ses ancêtres, des trucs comme ça, tu vois. Et ce sponsor, on a dû l'annuler parce qu'en faisant des recherches, on s'est rendu compte que ce genre de test ADN est illégal en France, en fait. Donc déjà, pfiou, on a évité la balle. Mais aussi, du coup, ça veut dire que ce qui se passe dans ce film, ça peut pas arriver en France. Parce que voilà, le concept du film, pour ceux qui savent pas, c'est une famille de prolos et une famille de bourges qui se font unir par les liens sacrés du mariage de leur petit, là. Et la fille de ce couple, qui travaille dans un labo de recherche ADN, a voulu faire un cadeau à ses parents et ses beaux-parents, un test ADN surprise. Alors déjà, faire un test ADN sans le consentement des personnes concernées, déjà je pense que même dans le reste du monde c'est illégal. Mais en plus de ça, les tests ADN tout court en France c'est illégal en plus. Donc déjà, rien que là, ça va pas. Mais voilà quoi, je me souviens plus trop de ce qu'ils découvrent sur leurs origines. Genre bien sûr toute la blague ça repose sur le fait que oh ces mecs là fiers d'être français, ils sont pas français de souche, oh là là. Oui, le concept de français de souche c'est absurde, c'est dingue que vous le découvriez, hein, mais voilà, tout le monde, tous les gens normaux le savent, mais je me souviens que ouais, c'était pas drôle, c'était tendance raciste la plupart du temps, oui, littéralement le film s'appelle Cocorico, donc forcément, hein, mais voilà, je crois que mon cerveau a préféré oublier tout ce qui se passe dans ce film, parce que vraiment je serais même pas capable de vous raconter une blague dans ce truc. En comédie que j'ai un peu plus retenu, mais qui est pas mieux, Unfrosted. Alors, ce film a un petit contexte un petit peu rigolo, où c'est Seinfeld, voilà, qui avait fait une déclaration dernièrement qui disait que le politiquement correct avait détruit la comédie. Ouais. Et bah du coup, ce mec-là, il a réalisé une comédie, et c'est nul à chier. Et pourtant, tu vois, le concept, il m'intéressait, tu vois, genre faire un petit peu une parodie de tous ces biopics sur des marques de produits, genre comme on l'avait fait sur McDo, ou il y a quelques années sur la marque de Cheetos et tout, et de se concentrer sur un autre produit comestible américain, voilà, les Pop-Tarts. Et au lieu de raconter de façon sérieuse et factuelle l'histoire de cette marque, eh ben on va faire un truc complètement débile et complètement rocambolesque où on a des complots avec la mafia du lait et tout, où on est vraiment dans cet univers exagéré et tout, donc le concept est intéressant. J'ai pas rigolé une seule fois. J'ai eu pas mal de par-ci par-là, et l'un des quelques gags dont je me souviens c'est... Ok, il y a Hugh Grant qui joue la mascotte du tigre de Frosties, tu vois, qui est toute la blague, c'est que c'est un acteur shakespearien qui en a marre de tout le temps jouer une mascotte et qui veut une meilleure carrière et tout. Et du coup, il est poussé par le complot avec les autres entreprises de céréales et tout, qui lance apparemment une manifestation d'un syndicat pour que les mascottes aient enfin ce qu'ils veulent. Donc c'est un petit peu rigolo, les mascottes qui demandent de meilleurs droits et tout. Et à ce moment-là, Hugh Grant se déguise comme le chaman qui avait participé à l'insurrection du 6 janvier. Et là, t'es genre... super. Genre ouais, c'est bien de faire quelquefois des blagues sur des problèmes politiques actuels, mais faudrait que tu comprennes ces problèmes politiques actuels. Genre c'est quoi le rapport entre des mascottes qui demandent juste d'être mieux payées et l'insurrection du 6 janvier? Genre quoi, tous les syndicats c'est des abrutis fanatiques qui veulent tout casser, c'est ça le truc? Genre vraiment, ce film est tellement insipide que je me souviens à peine de blagues. Oui, si, il y a des moments où ils font des tests comme si c'était un truc de voyage lunaire, voilà, où ils se mettent dans une espèce de capsule pour voir est-ce que la pop start sort comme il faut, ou est-ce qu'il va exploser, et je crois qu'ils ont 2-3 morts, voilà, et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, c'est genre... Flûte.
Voilà, tu vois, ils en ont rien à foutre qu'il y a quelqu'un qui est littéralement mort pour leur truc sucré, là. Ouais, il doit y avoir un caméo de Peter Dinklage qui joue le mafieux du lait. Voilà, c'est un petit peu rigolo, mais... beaucoup de gâchis de talent, hein, parce que... Bon, il y a pas que des bons comédiens. Genre déjà, moi, personnellement, je suis pas spécialement fan de Jerry Seinfeld, hein. Je veux dire, j'ai pas en débat à se regarder la série Seinfeld. Alors, les autres fois où j'ai vu des trucs avec Seinfeld, Mais en plus de ça, tu me rajoutes Melissa McCarthy et qui d'autre déjà? Amy Schumer, ouais, genre, les actrices les plus appréciées du monde, clairement, hein. Donc, ouais, pas fan. Pas fan du tout. C'est dommage parce que le concept est en or. Je pense que quelqu'un avec beaucoup plus de talent comique, il aurait pu en faire quelque chose de beaucoup plus intéressant là-dessus. De faire vraiment une espèce de wildcard de ce genre de biopic, tu vois. Mais non, leur maximum de l'humour, c'est la mascotte de Spaghetti-O qui dit « Oh oh Spaghetti-O ». Voilà, vous avez juste référencé une pub. Blague. Numéro 4, Borderland. Oui, c'est aussi mauvais que tout le monde le dit. C'est même un film tellement mauvais que je crois me souvenir, je sais plus c'est quoi le bordel de production, mais je sais que c'était un gros bordel qui fait qu'au final on avait même plus de réalisateur. Je crois que le scénariste il s'est tiré. Le scénariste apparemment c'est le mec qui a fait la série Last of Us et clairement il était genre ok je veux plus être au crédit parce que si ce truc sort ça va détruire ma carrière, c'est nul à chier à ce point. Donc ouais, gros bordel de production clairement, pire que Madame Web. Et je connais pas trop l'univers de Borderlands, je me doute que voilà c'est un petit peu cet univers un petit peu punk, western et tout, une version américaine de Trigun on va dire avec... Et en soi ouais ça peut être un concept intéressant pour faire un film fun à la Gardien de la Galaxie et tout. Mais voilà quoi, ils essayent clairement de faire Gardien de la Galaxie, même le casting, tu vois clairement qu'ils essayent de faire un casting haut en couleur à la Gardien de la Galaxie, où t'as le gros bourrin, tu as la petite bestiole qui fait beaucoup de conneries. Donc clairement voilà, t'as de quoi faire un truc un petit peu amusant, c'est juste que personne n'arrive à donner de la moindre énergie. Genre tout le monde se fait chier. Kate Blanchett la première. Kate Blanchett qui est une très bonne actrice et c'est sûr qu'elle aurait pu faire un super boulot avec ce personnage. J'aime beaucoup son design d'ailleurs, hein, je tiens à dire. Le cara design de Kate Blanchett dans ce film il est cool. C'est juste que putain tu sens trop qu'elle se fait chier dans ce rôle là. Genre bordel de merde, je ressors de tard et je me retrouve à jouer dans ce truc adapté d'un jeu vidéo quoi. Du coup ouais je comprends pourquoi elle a pas donné son Kate dans ce film là. Les autres personnages il y avait qui déjà? Voilà il y a Ariane Greenblatt qui essaye un petit peu mais qui est plus chiante qu'autre chose. Il y a Kevin Hart qui, pour je ne sais quelle raison, a essayé d'être le mec sérieux de la bande. Très grosse erreur. Ça, plus le fait qu'il y a aussi Jack Black dans ce film, ça fait que c'est un petit peu un autre film, Réunion Jumanji. C'est un petit peu dommage. Le méchant, je me souviens à peine du truc. La mythologie autour, ouais, elle est pas spécialement originale, elle est pas très intéressante. Les scènes d'action sont molles. Genre, il y a eu une gunfight à un moment dans des couloirs ultra sombres et c'est ultra chiant, il y a aucune énergie, tout le monde s'en fout. Les chorégraphies sont pas super intéressante, c'est nul quoi. Ils arrivent même pas à faire une scène d'action intéressante alors que c'est le minimum syndical qu'on attendait d'un film Borderlands quoi. Il y a peut-être quelques idées visuelles par-ci par-là que je suis sûr vient du jeu vidéo en vrai, mais Jack Black il est plus chiant qu'autre chose. Je crois que la seule blague qui m'a fait rire c'est quand le gros baraquet avec un masque se bat contre un gros méchant et il essaye de balancer une phrase culte et c'est juste un truc débile du genre personne ne me tuera par moi-même. Voilà, ça c'est le seul truc où j'ai bien rigolé parce que c'est vrai que c'était complètement con. Mais voilà quoi, c'est juste le gardien des galaxies du pauvre. Chose qu'on a déjà avec Suicide Squad d'ailleurs, hein, donc non merci, j'ai plus faim. Bon, jusque là, les films dont j'ai parlé, ils étaient soit rigolos tant ils étaient nuls, soit blasants tant ils étaient nuls. Mais là, le top 3, c'est vraiment les 3 films que j'ai vraiment viscéralement détestés cette année. Et pour commencer, en numéro 3, nous avons Hellboy Macron. Ou Hellboy et l'homme tordu. Le film qui n'a aucune raison d'exister à part faire chier Guillermo del Toro qui veut toujours faire un Hellboy 3 avec Ron Perlman qu'on le laisse pas faire malgré qu'il commence à collectionner les Oscars parce que, je sais pas, Mac Mignola a décidé qu'il aimait pas ses films ou quoi. Donc à la place il va faire un bien meilleur film. Un film où il y a zéro budget, où la moitié du film se passe dans une forêt pourrie en noir et blanc, où Hellboy il ressemble à rien, encore une fois tout le monde a fait la blague sur le fait qu'il ressemble à Macron là, et où le scénario n'a même pas vraiment Hellboy comme personnage principal. Genre vraiment, Hellboy, dans cette histoire-là, c'est juste un figurant. C'est l'histoire de cet autre personnage dont j'ai oublié le nom et l'histoire. Voilà, c'est un mec qui se retrouve dans tout un bordel de sorcières dans sa région ou quoi. Hellboy, il fait que passer là et participer un petit peu. Genre, pour vous dire à quel point il fait que participer, il y a un moment où il y a une scène bizarre où t'as une nana qui se fait étrangler par un serpent en train de voler ou quoi, là. Et lui, il se contente de regarder, de laisser faire. L'histoire, bah, il y a pas vraiment d'histoire, quoi. C'est juste Hellboy qui fait son boulot. C'est ça un petit peu qui est con avec ce film-là, c'est que c'est pas vraiment un film qui fait développer le personnage d'Hellboy, qui développe
développe pas son univers. C'est juste une mission à la con dans laquelle il va, il fait son boulot et ça s'arrête là. Il a pas vraiment d'arc, il apprend pas vraiment de leçons, il y a pas vraiment de thème. Ça s'arrête un petit peu à faut tuer tel monstre, voilà l'homme tordu. Bah d'ailleurs, il y a tellement pas de budget qu'il y a même pas des designs intéressants pour les créatures. Genre l'homme tordu, vraiment, c'est un maquillage que tu pourrais voir au manoir hanté à Disneyland. Il y a pas d'énergie, il y a pas d'ambition, il y a pas d'atmosphère. C'est par le réalisateur de Ghost Rider 2 et de Crank. Donc tu pourrais croire qu'il essaierait au moins de donner un petit peu d'énergie, mais non, même le réalisateur, il a l'air de se faire chier comme un rat mort. Et tout le monde s'en fiche tellement de ce qui se passe dans ce film. Pour vous dire à quel point ça devient grave, à quel point tout le monde s'en fout, au début du film, t'as la scène où Hellboy arrive dans ce petit village où il y a tous ces trucs surnaturels et il essaye d'enquêter. Et, croyez-le ou non, je vous jure que c'est vrai, il essaye pas de se cacher déjà. Il arrive, pépère, la peau rouge, les cornes évidentes et tout. Et tout le monde est genre... Je suis suspicieux de toi. T'as littéralement le putain de diable qui se balade parmi vous et vous êtes genre... On n'aime pas beaucoup les gens comme vous par ici. Genre, je sais pas, un oh putain ou quoi que ce soit. Non, tout le monde s'en fout qu'il y a un démon qui se balade dans le coin. Honnêtement, c'était bien parti pour être encore un de ces films osef et chiants. Mais rien que le fait que ce film existe juste pour garder les droits d'Hellboy en empêchant Del Toro de finir sa trilogie, ça, c'est le point qui m'enrage le plus. Surtout qu'on sait qu'il veut faire ce troisième film. Il a proposé le projet plus d'une fois. Et en plus, les films Hellboy en général, il y a que les films de Del Toro que les gens aiment bien. Genre, le reboot, tout le monde l'a oublié tant il était chiant. Et celui-là, beaucoup n'ont même pas capté qu'il existait quoi. Genre vraiment c'est l'absence totale de la bonne ambition, c'est juste on fait un film sur Hellboy, donc on va se contenter de l'ambition d'un fan film tout pourri. Et encore, j'ai vu des fan films avec de meilleurs maquillages de monstres hein. Numéro 2, alors c'est un film qui a failli rester numéro 1, en fait il a été numéro 1 dans ma liste pendant presque la moitié d'une année. Et c'est le film de notre cher Bruno Dumont, L'Empire. C'est une confrontation intergalactique entre deux camps qui se retrouvent dans le nord de la France parce que... Alors je vais pas trop chercher sur le fait que ces super aliens ont décidé d'habiter dans ce coin de la France plus que dans un autre coin. Donc voilà, ils s'aiment pas trop, il y a des moments où ils baisent entre eux, finalement ils se détestent, il y a une bataille, et à la fin les humains sont genre ah c'était bizarre. Donc déjà on a les défauts habituels de Bruno Dumont, c'est mal joué, c'est pas très intéressant à suivre. Et aussi le propos est pas si profond que ça. Parce que j'en vois déjà qui vont être en mode oh mais tu dis ça parce que t'as pas compris le film. Si, j'ai compris le film. C'est une confrontation entre l'absurdité des gens de la haute et la simplicité plus pure de la vie de campagne. C'est un thème universel qu'on retrouve dans énormément de films. Tu peux retrouver ça dans Witness et dans Cars quoi. Même le fait de faire ça avec des aliens, ça a déjà été fait. T'as ça avec Avatar, t'as ça avec Sonic, t'as même ça avec Steven Universe. Ton truc c'est Steven Universe avec moins de lesbiennes quoi. Et encore, même parmi les défenseurs, ça me fait rigoler qu'il y en ait certains qui ont même pas compris le film eux-mêmes. Parce qu'il y en a beaucoup qui vantent le film en disant oh enfin on a le Star Wars à la française. Alors déjà je pense qu'on a de meilleurs exemples de Star Wars à la française hein. Je préfère un Mars Express ou même un cinquième élément débile, c'est quand même mieux comme Star Wars à la française hein. Mais aussi, si vous trouvez ça bien que ce film soit un Star Wars à la française, bah vous avez pas compris le film lui-même. Parce que clairement ce film il dit que Star Wars c'est de la merde, qu'il dit qu'on devrait s'en foutre de toutes ces guerres galactiques et tout, et qu'on devrait plus se concentrer sur des plaisirs de la vie de tous les jours comme baiser et... baiser. Parce que voilà, la partie SF, elle est volontairement absurde, hein. Je veux dire, le costume de Fabrice Lucchini, voilà, il est censé être rigolo. Le fait que les dialogues des aliens soient souvent incompréhensibles, pas parce qu'il a inventé une nouvelle langue ou parce qu'il parle de façon trop froide ou philosophique ou quoi. Non, c'est parce que ce crétin, pour essayer de donner un côté alien à leur langage, il soit ralentit à fond le son pour que ce soit un... soit il met les dialogues à l'envers pour qu'ils soient vraiment incompréhensibles. Non, il n'y a pas de sous-titres. Ce qui fait que pour comprendre un quart des dialogues du film, tu dois avoir Adobe Premiere ou un logiciel de montage capable de inverser le truc ou de accélérer un dialogue quoi. D'ailleurs, j'ai testé, c'est pas très intéressant ce qu'ils disent de toute façon. De ces moments-là, je vous conseille pas. Majesté, le mal a grandi. Superman est supérieur dans le bien. Ah, Johnny, mon petit. Celui-ci et nos ennemis. Garo héros. Même un petit peu les dialogues en à l'inverse, j'ai l'impression que ça colle pas des masses avec les vrais dialogues. C'est un petit peu de suivre la discussion quand on a sur deux temporalités hein. Combattre le mal partout où il croit, coûte que coûte. Même le fait qu'ils s'entretuent à la fin et qu'ils disparaissent tous dans cette explosion de trou noir, ouais, vraiment, ils s'en foutent de la partie SF, hein. Même le fait que les combats au sabre laser, oui, il y a des combats au sabre laser, ils soient mal chorégraphiés et faits par des débiles qui ont aucun charisme, c'est fait exprès. C'est clairement ça la blague du film.
C'est juste que cette blague, elle amène à rien, quoi. D'accord, tu veux te moquer de ces gags politiques et tout, mais si tout ce que tu as à dire par rapport à ça, c'est on s'en fout de ça, faut juste baiser dans la vie, c'est pas très intéressant. Donc ouais, univers de SF ridicule qui prône de la liberté sexuelle, c'est Barbarella, surtout. Et encore, Barbarella, c'était moins sexiste. Parce qu'au moins, Barbarella, c'était la liberté sexuelle d'une femme. C'était pas la liberté de ce connard qui va baiser toutes les filles qu'il y a dans le coin, là. La plupart sans consentement, d'ailleurs, hein. Et ouais, disons-le, Bruno Dumont, il a juste fait ce film pour profiter de belles actrices, et c'est tout, quoi. Genre, littéralement, les situations de baise, c'est pratiquement écrit comme du porno, là, à ce stade. Il a beau essayer de maquiller ça en montrant que... Non, c'est pour montrer que l'humanité, elle serait plus heureuse avec l'amour plutôt qu'avec la guerre intergalactique et tout. Non. On a vu ce sujet 1000 fois mieux traité que ça, tu nous auras pas comme ça. Encore une fois, Steven Universe est mieux fait là-dessus. Bah d'ailleurs, il y a certaines de ces actrices qui devaient être dans ce film et qui se sont tirées parce que, bah elles ont capté que, mais en fait, ton truc c'est ultra régressif, c'est ultra réac, c'est ultra sexiste, voilà, tu nous résumes qu'il y a des objets sexuels que l'autre espèce d'alien doit baiser et tout. La nana au début, voilà, c'est censé être une millennial qui est très dans les réseaux sociaux et très dans le mannequinat et tout. Ton commentaire sur les jeunes femmes sur les réseaux, ferme ta gueule, hein. Et d'ailleurs, j'avais lu que parmi les actrices qu'il voulait à la base, bah oui, clairement, il voulait clairement son petit fantasme là. Genre à un moment, il voulait Virginie Efira et Lily Rose Depp. Genre vraiment, le mec il a vu The Idol et Benedetta, il s'est dit je veux absolument ces actrices dans mon film porno maquillé, hein. Mais bon, elles ont dû se dire ouais non, on a trop de talent pour ce machin là, fous-nous la paix, hein. Donc voilà, je comprends le film, c'est juste que ce qu'il a à dire c'est très agressif, hein. On a beau prétendre que c'est ultra philosophique et ultra profond, non. J'en ai même vu qui disent oh tu peux pas critiquer ce film parce que c'est un nom important du cinéma français. Qui est le con qui a voté pour lui, ok? Qui a dit que ça devait être Bruno Dumont qui devait représenter la France, hein? Parce que moi, j'ai pas voté pour lui, hein? Moi, je préfère les nanas qui ont fait Anatomie d'une chute ou The Substance que ce mec-là, hein? C'est déjà plus intéressant comme film. Donc ouais, c'est catastrophique, y a rien qui va. Je vais pas le critiquer sur des points que beaucoup ont critiqué, comme les effets spéciaux et les chorégraphies de combat, parce qu'encore une fois, c'est clairement le but de rendre ça absurde et dégueulasse. Oui, t'as des effets spéciaux et des combats au sabre laser qui sont mieux faits dans des fan-films Star Wars, mais encore une fois, ça, c'est pas l'intention du film. Par contre, j'ai vu des fan-films Star Wars mieux filmés, mieux joués et mieux écrits. Ça, par contre, c'est un peu plus problématique vu ce qu'il essaye de faire. Mais bon, ce film était parti pour être mon numéro 1, et un numéro 1 que je vous avoue, un petit peu chiant comparé aux autres numéros 1 que j'ai eu avant. Mais malheureusement, quelqu'un a décidé de faire pire en termes de réac. Désolé la France, mais cette fois les États-Unis vous auront encore bien eu en termes de réac, parce que le numéro 1 c'est Am I Racist? Am I Racist, c'est le nouveau film de merde de Matt Walsh, le crétin qui avait fait un film transphobe qui s'appelle What is a Woman, et qui avait participé à la grosse daube transphobe de l'année dernière, Lady Ballers. Et vraiment, dans ce film, on peut constater à quel point Matt Walsh est l'homme le plus con et sans talent du monde. Je veux dire, le film, il prétend critiquer la DUI qui encourage à mettre plus de diversité dans vos entreprises pour empêcher la discrimination à l'embauche et créer des opportunités d'emploi pour des personnes qui se font souvent discriminer. Sauf que, à aucun moment, il ne critique la DUI. Il préfère faire un faux documentaire à la Borat où il joue un personnage et il essaye de prendre au piège des gens. Sauf que ce mec est trop débile pour avoir compris Borat et il est tellement sans talent que ça marche jamais son truc. Parce que le truc de Borat, le vrai génie, c'est que ouais, il crée un personnage caricatural et il s'incruste parmi de vrais gens. Mais il piège les vrais gens, il arrive à les mettre dans une discussion confortable avec la caricature raciste qu'il est pour les encourager à dire à leur tour des trucs racistes. Genre t'as des scènes dans Borat où il arrive à s'entourer de jeunes trumpistes qui sont genre ouais ce serait trop bien d'avoir des esclaves, t'es pas d'accord, t'as pas ça dans ton pays et tout. C'est ça le vrai génie de Borat et il utilise ça pour dénoncer le racisme banalisé de l'Amérique. C'est ça le vrai intérêt de Borat. Matt Walsh il veut faire ça pour démontrer que la DUI est remplie je sais pas, de communistes gauchiastes qui veulent détruire tous les hommes, tous les blancs, je sais pas quoi. Le problème, c'est qu'il infiltre jamais vraiment la DUI. Il infiltre même pas d'entreprises qui utilisent la DUI. Ma théorie, c'est que s'il faisait ça, par exemple, s'il y avait son personnage qui s'infiltrait chez Disney ou chez Ubisoft ou d'autres compagnies qu'on accuse souvent de faire preuve de DUI, et bah du coup, il y aurait sûrement des avocats qui balanceraient des tas de plaintes pour espionnage industriel ou des conneries comme ça, donc ils vont pas prendre le risque parce que Daily Wire est quand même dans la merde vu que leur film n'arrête pas de se planter et tout. Donc du coup, ils préfèrent aller dans ces espèces de réunions où une personne vous explique que c'est quoi le racisme systémique et en quoi on doit tous faire des efforts et tout. Alors je précise un truc, c'est que la DUI, je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, il y a le côté chef d'entreprise de la DUI où c'est juste des costards cravates qui font un séminaire
où ils vont juste regarder quelques vidéos de prévention, faire des petits cahiers de vacances ou des trucs comme ça pour leur faire comprendre de façon basique que raciste c'est pas bien. Ça je suis d'accord, c'est de la merde et il y aurait de quoi faire pour dénoncer ça parce que c'est un truc qui sert à rien à part donner bonne conscience à des entreprises de mecs qui continuent à être racistes de l'autre côté. Sauf que bien sûr il va pas attaquer ça, il préfère attaquer les personnes qui animent le truc pour essayer de rendre ridicule leur combat contre le racisme. Sauf que bah en disant ça, bah du coup il encourage l'idée que le racisme c'est bien et ces gens-là sont cons de vouloir dire que le racisme c'est pas bien. Genre vraiment c'est là que tu te rends compte que tout le film essaye de faire croire que le racisme systémique aux États-Unis n'existe pas. Mec, t'as pas compris Sonic 3 et La Belle et la Bête. Qu'est-ce que tu crois que t'as une chance de comprendre c'est quoi le racisme systémique? Il s'incruste dans une de ces réunions non déguisé, hein, il vient comme tel, hein, avec sa barbe de merde, sa coupe de merde, son costume de merde même, il est habillé tout le temps pareil quoi, il fait pas d'effort pour jouer un personnage, pour changer de voix ou quoi que ce soit, parce qu'il a aucun talent d'acteur, et il ne démontre jamais réellement le problème de ces réunions-là, parce qu'il est trop occupé à ramener l'attention sur lui en interrompant pour faire le troll quoi un petit peu. Là où Borat n'a jamais vraiment fait ça, il amène une situation délirante avec lui, oui, mais il insiste pas trop, c'est les autres qui font le reste du cheminement. Matt Walsh, il laisse jamais les autres faire le reste du cheminement, et du coup, bah au bout d'un moment, il se fait gauler quoi. Et justement, il y a plusieurs fois dans le film, j'arrive pas à croire qu'il ait gardé ça dans le film. C'est dire à quel point son documentaire, il avait vraiment pas marché, et que c'est les seuls exemples où il avait un petit peu de matière, et qu'il pouvait pas se permettre de supprimer parce que sinon le film il allait faire 10 minutes. Mais à plusieurs reprises dans le film, les gens sont genre, je vous connais vous, mais attendez, c'est pas un acteur lui? Non madame, c'est pas un acteur. Mais vous avez du flair. Littéralement, la première scène où il fait du Borat, il se fait gauler. T'as des gens qui se posent des questions sur lui, vont sur internet, remarquent que c'est Matt Walsh et lui disent « Tirez-vous. S'il vous plaît, tirez-vous, on veut pas de vous ici. » Et au lieu de se dire « Ah tiens, c'est peut-être parce que je suis nul à chier comme acteur et que j'ai pas fait la bonne approche pour m'infiltrer et du coup je devrais repenser mon truc », il se dit « Oh là là, la gauche elle a peur d'un mec blanc comme moi. Ta gueule. Les gens veulent pas de toi parce que t'es un fouteur de merde qui allait leur donner une mauvaise image avec un documentaire mensonger. Tout le monde sait ça. » Du coup, à partir de là, il décide de se déguiser. Et il met une perruque. Et c'est tout. C'est toujours Matt Walsh, il change pas de voix, il a toujours sa barbe de merde, il a toujours des costumes de merde. Et il y a un sketch où il prétend être un représentant de la DUI. Alors, je pense pas qu'il ait réussi à s'inscrire réellement à la DUI, parce que de toute façon, je pense pas qu'il sache c'est quoi la DUI. À l'entendre, on dirait que c'est un témoin de Jéhovah qui va faire chier les gens dans la rue pour leur dire « Eh, est-ce que vous savez que le racisme systémique c'est pas bien ?» Et du coup, tous les gens sont genre « Mais de quoi tu parles quoi ?» Parce que, évidemment, toute la critique du racisme systémique, c'est pas dirigé vers des gens de tous les jours que tu vas croiser en allant chercher le pain ou quoi. C'est pas des trucs faits pour être expliqués à des gens que tu vas croiser dans un bar sudiste par exemple. Tu peux leur expliquer, mais faut synthétiser, faut faire preuve de pédagogie dans ton explication. Mais toi tu balances tout de suite les termes universitaires quoi. Si vous voulez, c'est comme s'il essayait de démontrer que, je sais pas moi je vais dire au pif, Vice Versa est un film de merde en allant dans la rue et en demandant aux gens « Excusez-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de tel logiciel d'animation comparé à d'autres logiciels d'animation ?» Et du coup forcément les mecs qui sont dans la rue ils s'y connaissent pas en logiciel d'animation, donc du coup ils vont être genre quoi, je sais pas, ouais, je suppose si vous dites que c'est mieux ou quoi. Donc voilà, ces gens ne savent pas c'est quoi ces logiciels d'animation, donc c'est la preuve que Pixar fait de la merde, donc vice versa c'est de la merde. C'est ce genre de mauvaise foi débile quoi, et il fait ça tout le temps. Genre vraiment, il y a des moments où il a des discussions avec des personnes qui sont censées être extrême gauchistes et qui, de ce que j'ai vu, disent en effet pas mal de conneries au dehors du film, pas dans le film lui-même, hein, il a réussi à capter les moments où ils disent pas trop de conneries dans ces films-là, et finalement, eux, ils arrivent à expliquer de façon pédagogique le problème du racisme systémique. Et lui il arrête pas de poser des questions débiles genre du coup, je suis blanc donc je suis forcément raciste, c'est ça, mais essaye de comprendre ce que je t'explique. C'est pas que t'es raciste, c'est que le système, l'éducation qu'on nous enseigne, la façon dont on nous raconte l'histoire, ça nous amène à des comportements racistes. Essaye de suivre, bordel de merde. Mais non, il refuse de suivre parce que l'intérêt c'est de démontrer que ce discours-là est débile. Parce qu'il veut profiter de ce système où le racisme systémique est banalisé, parce que ça permet à des cons blancs sans talent comme lui d'avoir un poste privilégié. Parce que oui, disons-le, Matt Walsh, son boulot, il a uniquement parce qu'il est transphobe et raciste. Et oui, pour répondre à la question du titre, t'es raciste. T'as fait toute une vidéo pour te plaindre que la petite sirène est noire dans un film nul. Mais là où j'ai eu un petit voyage émotionnel, où j'étais genre, ok, ce film va être direct numéro 1,
c'est qu'il y a un moment où il parle d'une certaine agression d'un acteur de la série Empire que j'ai pas regardé, je sais plus le nom de l'acteur, qui aurait été soi-disant agressé par 2 supporters de Trump à la sortie d'un Subway. Et il fait un montage où il montre l'interview du mec qui raconte son agression et Matt Walsh qui essaye de recréer cette agression avec des acteurs et tout pour rendre le témoignage ridicule. Et là je suis genre, est-ce que ce fils de chien essaye de ridiculiser le traumatisme d'un mec victime d'une agression raciste? Mais c'est pas possible! Là, plus inhumain que ça va te faire foutre, t'es un putain de démon! Donc là, il était parti pour être l'homme le plus abominable du monde, voilà. Donc direct numéro 1 à partir de là. Mais après ça, je me suis renseigné, j'ai vu quelques vidéos qui avaient critiqué son documentaire de merde. Et en fait, il s'avère que cette agression s'est avérée être fausse. Le mec avait en effet inventé cette histoire d'agression. Il a fait venir deux de ses potes pour faussement l'agresser et tout, pour qu'il puisse dire dans les médias, oh là là, les fans de Trump, ils m'ont attaqué. Et là, pour le coup, oui, l'acteur, c'est un gros connard d'avoir fait ça. Genre, avec toutes les vraies agressions racistes qui arrivent aux États-Unis, t'avais vraiment besoin d'en inventer une fausse? Non, t'as juste fait ça pour ton ego. Tu voulais juste te faire remarquer parce que, oh là là, je suis persécuté. Non, c'était pour ta pomme que t'as fait ça. Tu t'en fous en réalité du combat contre le racisme. Mais du coup, ça rend le documentaire encore pire parce que, attends, t'as un témoignage d'agression raciste qui s'est avéré être faux. Et à aucun moment tu le démontres dans ton documentaire de merde? C'était ton meilleur argument contre ça! T'avais enfin un truc où tu pouvais réellement critiquer l'antiracisme, mais non! T'es passé à côté parce que t'es un abruti sans talent, crétin! Tu trouvais que c'était plus prioritaire de te moquer d'une agression que de démontrer que l'agression était fausse quand elle était vraiment fausse! Vraiment, mais... pourquoi les gens aiment ce con? Pourquoi il y a des gens qui pensent que ce documentaire est correct? Le mec est même pas foutu de démontrer qu'un truc faux est faux, il était trop occupé à se moquer d'un témoignage. Peut-être que c'est juste un débile qui s'attendait à ce qu'on soit au courant, qu'on sache que cette agression s'est avérée être fausse. Sauf que c'est pas forcément le cas, tu vois. D'accord que ce film s'adresse surtout à des Américains qui ont dû entendre parler de ça, mais dans quelques années, je suis sûr que les gens vont oublier cette histoire aux États-Unis et du coup, quand ils verront ça, ils se diront... mais attends, mais tu te moques d'une agression qui est réellement arrivée là en fait, non? Parce que voilà, ce documentaire, il refuse d'apprendre quoi que ce soit aux gens. Il veut juste forcer son opinion sur les autres. Il veut tellement forcer son opinion sur les autres qu'il finit son film sur un rap qui critique l'antiracisme. Genre, le genre musical qui a le plus souvent critiqué le racisme de tous les genres musicaux du monde. Genre vraiment, je me suis même renseigné sur le chanteur de ce rap de merde. Et il s'avère que c'est un abruti d'extrême droite qui a essayé de faire du rap chrétien. Genre, ça vous suffit pas d'avoir détruit le rock, faut aussi détruire le rap. Et qui avait même soutenu Kanye West quand il avait commencé à dire des conneries à base de ah, peut-être qu'Hitler avait raison. Donc ouais, voilà, c'est de la propagande d'extrême droite. Mais même pas de la bonne propagande d'extrême droite. Je veux dire, Reagan, pour moi, c'était rigolo comme film. Son of Freedom, l'année dernière, je l'avais mis en mention honorable parce qu'il était quand même correctement filmé et tout. Mais là, il y a rien quoi, ce film, il fait que démontrer que Matt Walsh, il est l'homme le plus con du monde, au point que même quand il a une occasion en or de démontrer des problèmes dans le combat contre le racisme, il passe à côté pour se moquer directement de l'intention de combattre le racisme. Parce qu'on va pas se mentir, il y a en effet des trucs qui vont pas dans certaines façons de combattre le racisme, bien sûr. Mais à aucun moment, Matt Walsh ne dénonce ça. Parce que s'il dénonçait ça, il dénoncerait des faux antiracismes de capitalistes de merde. Sauf que lui, il est tellement binaire que soit t'es un communiste extrême gauchiste qui veut couper la bite de tous les petits garçons, soit t'es un nazi et il préfère être nazi. Un documentaire, le but, c'est se renseigner sur un sujet. C'est pas avoir une théorie déjà de base et la forcer à ceux qui vont essayer de te démontrer que t'as tort, quoi. Ça y est aussi pour dire à quel point ce mec il est débile. Il y a un running gag où il essaye d'acheter un livre avec le mot en haine en titre. C'est juste le mot en haine, vous savez de quel mot je parle. Et il explique à quel point, waouh, ça doit être compliqué de commander ce bouquin dans une librairie. Tout ça pour justement normaliser le fait que, oh là là, c'est pas juste que les blancs n'aient pas le droit de dire le mot en haine. Oui, d'ailleurs, il le dit jamais de lui-même dans ce film-là, donc comme quoi, peut-être que il assume pas trop, quoi. Et du coup, il y a cette scène post-générique où il appelle une bibliothèque au téléphone et il essaye justement de faire ça. Et il met 2 minutes pour que la nana finisse par comprendre. Ah, vous voulez ce bouquin là qui parle d'antiracisme? Ok. Alors que, mec, moi en 10 secondes je te fais pareil. Oui bonjour, je cherche ce bouquin antiraciste qui a le mot en haine comme titre. Oui ce mot là. Vous l'avez? Parfait. Voilà. Mais non, il est trop con pour ça. Il refuse de dire le mot en haine. Juste la phrase le mot en haine, il veut pas. C'est juste, c'est ce mot que c'est un peu compliqué à dire. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Tu peux dire le mot haine. Tu peux tout simplement dire ce mot qui est utilisé par les racistes pour abaisser les noirs.
Mais non, le mec, il refuse de faire un effort de utiliser un autre terme pour dire la même chose. Il comprend pas le concept de synonyme, quoi. Donc s'il comprend pas le concept de synonyme, t'étonnes pas qu'ils disent de la merde sur les films Disney, sur Sonic 3, ou sur le racisme systémique, ou sur la dysphorie de genre. Genre, vraiment, c'est la pire source pour se renseigner sur le moindre sujet, quoi. Donc voilà, c'est la fin de mon flop. J'espère qu'il vous a plu, malgré le fait que je suis un petit peu malade et que j'étais pas très inspiré pour tous. J'avoue, la plupart étaient pas mal chiants dans celui-là. Si vous voulez m'entendre parler des mentions honorables, encore une fois, nous en parlerons en live à la date indiquée ici. J'espère juste que, contrairement à la dernière fois, on fera pas un live de 5 heures parce que c'était lourd pour tout le monde, ça. Il y a moins de films, mais bon, j'aurai sûrement plus de choses à se dire sur ces films-là, on verra. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Fermez-la, et vous en faites pas, le Fermez-la sur Deadpool et Wolverine est toujours en cours. Allez, à la prochaine!